L'AFJA présente une table ronde sur le thème « Quel marché pour le biocontrôle face aux pesticides ?» Bonjour à tous. Bon, on va pas faire le quart d'heure agricole, hein, on va commencer tout de suite parce que tout le monde est à l'heure. Alors donc, nous sommes aujourd'hui sur une table ronde autour du biocontrôle. C'est quand même dans l'air du temps, le biocontrôle. Mais on ne sait pas vraiment, enfin beaucoup de gens ne savent pas précisément de quoi il s'agit. Dans quelle mesure il peut remplacer les pesticides chimiques et est-ce vraiment l'objectif de remplacer les pesticides chimiques? Donc on va essayer de débattre de tout ça. Alors je vais passer la parole tout de suite à Marianne qui va nous faire un descriptif du biocontrôle. Le biocontrôle en général, les pratiques de biocontrôle, on peut dire que ce sont toutes les pratiques de protection des plantes alternatives à l'emploi de pesticides chimiques. Et une partie de ces pratiques consiste à appliquer, utiliser des produits de biocontrôle. Et c'est de ça qu'on va parler, des produits de biocontrôle, de leur réglementation un peu et de leur marché. Alors les produits de biocontrôle, ce sont donc des produits a priori soit d'origine naturelle, soit sans action pesticide, mais qui servent à protéger les plantes. Et il y en a 4 catégories. Il y en a 2 qui sont des catégories d'organismes vivants, qui sont ce qu'on appelle les macro-organismes et les micro-organismes. Et puis, il y a des substances inertes qui sont ce qu'on appelle les médiateurs chimiques et les substances naturelles. Alors, les macro-organismes, ça peut être très petit, hein, ça peut être microscopique. Hein. Ce sont des animaux, des organismes pluricellulaires qui vont s'attaquer en général à d'autres insectes, d'autres acariens, d'autres nématodes. Et il y a 2 mécanismes. Soit c'est des prédateurs, c'est-à-dire que vous avez l'exemple classique, c'est la coccinelle qui va manger les pucerons, ça vous connaissez tous. Et puis il y a ce qu'on appelle les parasitoïdes, c'est-à-dire que ce sont des insectes, souvent des micro-guêpes, qui vont pondre leurs œufs dans les œufs de leur proie, d'insectes ravageurs. L'exemple le plus connu, c'est celui des trichogrammes, qui sont donc des petites guêpes qui pondent leurs œufs dans les œufs de papillons, en particulier le trichogramme maïdis qui pond ses œufs dans les œufs de la pyrale du maïs. La pyrale du maïs, c'est un papillon, une espèce de petite noctuelle mocharde, qui pond ses œufs dans le maïs et dont les larves, les chenilles, vont bouffer le maïs et voilà. Et donc, grosse perte à la récolte. Donc les œufs de trichogramme sont imprégnés sur une plaquette. Cette plaquette, donc à raison d'une trentaine de plaquettes par hectare pour le maïs, donc doivent être déposés et appliqués sur les feuilles, enfilés sur des feuilles. Donc ça nécessite quand même du temps pour la pose. Et il y a une deuxième version de cet agent qui est en capsule, donc qui est plus facile à épandre par exemple par épandeur ou enjambeur. Et là il faut une centaine de capsules à l'hectare par enjambeur, donc ça va nettement plus vite. Ensuite il y a les micro-organismes, alors c'est des virus, des bactéries, ou des champignons microscopiques, des champignons type levure ou autres, qui vont rendre malades. En général, c'est plutôt utilisé pour la lutte contre des insectes ou des acariens rarement, enfin contre des ravageurs. Et ça, là-dedans, en fait, normalement, bon, il a apporté l'emballage vide, mais il y a une poudre, c'est ça? Oui, c'est un microgranulé. Voilà, un microgranulé dans lequel il y a des spores c'est quoi, c'est une bactérie? Ouais, c'est ça. Une bactérie, Voilà. Et on les pend, ça ressemble à un bidon de produits phyto un petit peu, et on les pend comme un... Dans le pulvérisateur. Ça marche. Voilà. Donc quelquefois, quand vous voyez un agriculteur avec un pulvé, quelquefois il applique des produits de biocontrôle. 3e catégorie, les médiateurs chimiques. Ce sont des substances, il y a les phéromones et les chéromones, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont des substances qui perturbent le comportement des insectes. Encore une fois, c'est contre les insectes. Et disons les plus connus et les plus rigolotes à raconter, c'est les phéromones sexuels. Qui sont les phéromones émises par certains papillons en particulier, encore femelles. Elles émettent une odeur des fémina, comme disait Don Juan, et les mâles les repèrent comme ça. Et quand vous mettez dans un verger, vous mettez plein
de petits diffuseurs. Voilà, vous accrochez ça dans le verger, ça émet dedans, dans le rond noir, il y a, en fait c'est une copie, parce que c'est beaucoup trop cher à fabriquer, hein, mais à extraire. Donc c'est une copie de la phéromone femelle, ça sent, et bon, vous imaginez, ça sent le numéro 5 de Chanel partout, et personne ne peut retrouver Marilyn Monroe, quoi, en gros. C'est ça le principe. Donc, pas d'accouplement, pas de ponte, pas de dégâts. Ça, c'est donc les médiateurs chimiques. Et alors, la quatrième catégorie, c'est un peu le fourre-tout, c'est les substances naturelles. Alors bon, c'est les substances extraites de la nature. Pas d'appel à la chimie de synthèse. Ça peut être des extraits minéraux. Là, par exemple, c'est du bicarbonate de potassium. Bicarbonate de potassium, voilà. Contre les maladies des légumes, de la vigne, également en arboriculture, sur certaines maladies sur ces trois types de cultures. Fongicides. Donc voilà, ça c'est les 4 catégories, macro-organismes, micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles, et a priori les produits de biocontrôle appartiennent à une de ces 4 catégories. Alors après, il y a les reconnaissances légales. Pour l'instant, il n'y a pas encore de définition légale. C'est un work in progress. On est en train de définir légalement les produits de biocontrôle. Il y a des listes, mais il n'y a pas encore le truc carré absolu, parce que c'est compliqué. Emmanuelle Soubeyran, ce qui serait bien, c'est que vous nous expliquiez d'abord le contexte. Qu'attend-on du biocontrôle au ministère de l'Agriculture et comment comptez-vous encourager ce type de méthode alternative? Le soutien et la volonté qu'a eu le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement de développer ou d'aider au développement du produit de biocontrôle, il découle en fait de deux mouvements qui vont dans le même sens. C'est d'une part l'application d'une directive qui faisait partie d'un projet, d'un ensemble de textes qui s'appelait le paquet pesticides, donc vous avez peut-être entendu parler. Et cette directive, elle demande à chaque État membre de mettre en place un plan national d'action de réduction des risques liés à l'usage des produits phytopharmaceutiques. Alors en France, le plan national d'action, c'est le plan Ecophyto, qui a été lancé il y a pratiquement 5 ans maintenant et qui est en phase de révision. Et dans le cadre du plan Ecophyto, une des actions était le développement des produits de biocontrôle. La directive communautaire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit il faut mettre en œuvre tous les leviers possibles afin que, in fine, le moins de produits phytosanitaires soient utilisés, afin, ce qu'elle dit clairement, de réduire la dépendance des systèmes agricoles aux produits phytopharmaceutiques. Donc, pour répondre à la question du départ, est-ce que l'objectif c'est de réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques? La directive, elle est assez claire là-dessus. Elle dit qu'il faut réduire les risques pour la santé publique, les risques pour l'environnement liés à l'usage des produits phytopharmaceutiques. Et il faut réduire la dépendance en fait, des systèmes d'exploitation à ces produits. Dans la loi, il est prévu qu'on mette en place une expérimentation sur ce qu'on appelle les certificats d'économie de produits phytosanitaires. Le principe, c'est de fixer aux distributeurs des obligations de faire des économies de phyto aux agriculteurs. Cette obligation va se traduire en nombre de certificats à obtenir pour ces distributeurs. Le type d'action qu'on peut imaginer, c'est par exemple l'achat d'une désherbineuse, ou le recours à des produits de biocontrôle, ou le recours à des variétés résistantes, ou la souscription du NEMAE. On peut imaginer différents types de choses. Et donc le distributeur, au bout d'une période qui pourrait être de 3 ou 5 ans, apportera la preuve qu'il a fait faire des économies à travers le nombre de certificats qu'il pourra présenter. Un distributeur qui ne réaliserait pas ses obligations en termes de certificats aurait une amende. Alors, on va continuer avec Denis Longevial. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous expliquiez un peu quelles sont ces entreprises qui se sont lancées dans le biocontrôle depuis plus ou moins longtemps. Combien il y en a en France? Est-ce que la France est plutôt moteur dans ce secteur? Et quel est le marché? Quelles sont les perspectives? On a une très très grande diversité d'entreprises.
une grande variété d'entreprises du biocontrôle en France et finalement également en Europe. Ce marché, en fait, représente au niveau international, si je prends les chiffres de 2013, une valeur au niveau mondial de 1,6 milliard d'euros, d'après les dernières études sur le marché du biocontrôle en 2013, 1,6 milliard d'euros. Sur l'Europe, nous sommes à 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en France, IBMA France a estimé ce marché à 100 millions d'euros pour l'activité du biocontrôle, regroupant les 4 familles que Marianne Decoing vous présentait en introduction. Donc le macro-organisme, micro-organisme, médiateur chimique et substances naturelles. Donc ces 100 millions d'euros, c'est à peu près 5% du marché de la protection des plantes en 2013. L'ambition d'IBMA, en se projetant à quelques années, à horizon 2020, l'ambition d'IBMA est que ce marché puisse représenter 15% du marché de la protection des plantes à horizon 2020. Pour tendre vers ce marché, vers ces 15% de marché de la protection des plantes, il nous semble en fait que nous devons nous appuyer sur 3 priorités essentielles. La première, si le marché du biocontrôle aujourd'hui est bien représenté, bien développé sur les cultures sous abri, sur les cultures dites spécialisées comme les fruits, les légumes, la vigne ou les fleurs. Il y a encore des développements conséquents à réaliser dans le domaine des grandes cultures notamment. Il y a encore une impasse qui est sur le point d'être levée en partie concernant les adventices, les mauvaises herbes, où là, la partie herbicide n'est pas couverte aujourd'hui par les produits de biocontrôle. En fait, aujourd'hui, le marché du biocontrôle en France représente pour nous 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 5% de la protection des plantes. Et si on voulait tendre vers ces 15% à horizon 2020, il y a ces leviers sur la recherche et l'innovation, sur le développement et sur la législation qui semble pour nous essentielle pour favoriser ce développement. Alors, Christophe Zugage, vous êtes vous avez les mains dans le cambouis autour de ces questions de biocontrôle. Et ce qui est intéressant chez De Sangos, c'est que vous êtes à la fois sur le marché des produits phytosanitaires chimiques et sur les produits de biocontrôle. Alors, déjà, expliquez-nous un peu quelle est la stratégie de Sangos. Pourquoi vous êtes allé vers ces marchés alors que vous étiez essentiellement sur la partie chimique il y a quelques années. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un cadre réglementaire et économique favorable pour que ça progresse? Quand Denis Langévial parle de 5% aujourd'hui de produits de protection de biocontrôle dans le marché, on est à 5% ou un peu moins, mais peu importe le niveau, et qu'on veut tendre vers 15% dans la dizaine d'années qui vient, ça veut dire d'un autre côté que la protection conventionnelle, elle représente encore, ou elle représentera encore 85% minimum des produits de protection des plantes. Donc c'est bien une combinaison des outils, des méthodes et des moyens, et c'est pas une substitution pour être une substitution d'un produit ou d'une technique par rapport à l'autre. Il est important de pouvoir faire partager les expériences, les succès, pour que les agriculteurs prennent confiance dans ces outils, dans ces nouveaux types de produits de protection des plantes, qui sont, là je veux le préciser quand même, des produits parfois qui sont beaucoup plus complexes à maîtriser que des produits de chimie conventionnelle. On travaille avec des produits vivants. C'est-à-dire que sur ces petites plaquettes, quand vous avez des insectes qui sont vivants, si vous les laissez dans votre voiture, le lendemain, ils sont tous échappés. Si on veut vraiment arriver à développer les produits de contrôle, c'est arriver à faire prendre conscience, bien sûr, à toute la filière, toute la chaîne, à éduquer, former, etc., toute la filière pour utiliser le bon produit au bon moment, en combinaison avec des solutions également de chimie conventionnelle, parce que aujourd'hui les solutions de non-contrôle ne représentent qu'un fragment, qu'une cible particulière, soit d'insectes ou de maladies, et pas l'ensemble des maladies qu'on peut avoir dans ces champs ou dans ces parcelles. Et là c'est important de pouvoir combiner effectivement les meilleures solutions de façon à ce que on puisse développer en fait l'ensemble de ces techniques. Mais ça pose des problèmes donc également de compétitivité.
compétitivité commerciale par les fabricants, par les fournisseurs, mais aussi de solutions que l'on met entre les mains des utilisateurs, et donc sur le revenu également des utilisateurs, des agriculteurs. Quand on traite avec des produits de biocontrôle, aujourd'hui, généralement, il y a un prix de produits de biocontrôle. Les agriculteurs, il faut qu'ils soient motivés, curieux, convaincus pour utiliser ces produits-là. Quand on raisonne peut-être au centime ou à la dizaine de centimes ou au centime près sur une culture de pommes, l'investissement sur un produit de biocontrôle qui a un coût à l'hectare plus cher que la même solution de chimie conventionnelle, on peut se poser la question. Alors, Daniel Sauvêtre, là, c'est à vous d'intervenir, parce qu'effectivement, ce qu'expliquait Christophe Jugage, c'est que le niveau d'efficacité n'est pas le même, mais quand même, dans le secteur de la pomme notamment, le biocontrôle est très utilisé pour des protections bien particulières. Mais je crois que c'est la moitié des vergers de pommes en France qui a une solution de biocontrôle, si j'ai bien compris. Vous me corrigerez si c'est faux. Donc aujourd'hui, si les arboriculteurs utilisent le biocontrôle, est-ce que c'est parce qu'il y a une demande de leurs clients, ou est-ce que c'est aussi parce que ça répond réellement à un besoin technique? En écoutant les différentes interventions, je repensais à l'histoire du biocontrôle dans mon verger. Et c'est un peu la même histoire qu'il y a eu dans les autres vergers de France. Ça a commencé au début des années 90 avec Panonicus ulmi, avec l'araignée rouge. On était dans une situation où chaque année, au mois d'août, on avait une partie des parcelles qui étaient complètement bronzées parce que les cellules étaient détruites par l'araignée rouge. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en mettait du produit chimique sur les arbres avec des nouvelles matières actives. Et c'est là qu'on s'est retourné vers tout ce que l'on savait avant et qu'on avait oublié, qui fait que finalement, il peut y avoir un équilibre dans le verger entre l'araignée rouge et puis les typhlodromes, qui fait que tout ça, ça peut s'équilibrer sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et on a réappris tout ça lentement, jusqu'à faire disparaître quasiment les acaricides, au moins pour cette araignée dans le verger. Et donc en fait, le moteur de l'envie de biocontrôle, c'est venu de l'envie de mieux réussir la production, parce que les solutions qu'on avait n'étaient pas bonnes. Et donc on a retrouvé cette idée de la production fruitière intégrée, qui était que il fallait avoir une approche globale de l'arbre, de son environnement, du sol, et qu'il y avait plein d'interactions entre tout ça, et qu'à chaque fois qu'on intervenait, on risquait de créer un déséquilibre qui nous posait plus de problèmes que de solutions. Ça a commencé comme ça. Et ça a tellement bien réussi que encore aujourd'hui, il s'utilise très très peu. Je parle sous le contrôle de ceux qui savent mieux que moi, mais on utilise très très peu d'acaricides. Et la deuxième étape ensuite, la deuxième révolution qu'on a connue, je parle de pommier, c'est vrai que j'ai ce tropisme pomme, mais la deuxième révolution, ça a été la confusion sexuelle. Puisque on avait dans les vergers du sud-est des 3-4 générations de carpocaps, et il était devenu impossible, malgré de nombreux traitements, de contrôler le carpocaps. Tardivement est arrivée la confusion sexuelle après moult difficultés, et aujourd'hui on a une grande partie du verger français qui utilise la confusion sexuelle. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire du développement du biocontrôle, ça a été réellement, c'est très simple, c'était un moteur économique, c'était la réussite, c'était pour mieux produire et avoir des résultats globaux qui soient meilleurs. Donc, parce que ce qui nous a conduit à améliorer nos pratiques, c'est qu'on vérifiait qu'économiquement, il y avait une pertinence à le faire. Et ce qui peut-être aujourd'hui peut nous inquiéter, c'est que donc il y a le biocontrôle, donc le taux d'efficacité est 40-60%, donc ça nécessite beaucoup de savoir-faire, de formation, d'équipe. Donc il y a du retour sur investissement, mais il y a beaucoup d'investissements à faire, et quelquefois on peut être un peu démoralisé de voir que finalement une solution bien utilisée strictement avec un produit chimique peut être plus rentable, plus efficace. Bon. Tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on apprenne à prendre de la distance et à ne pas regarder d'un côté les substances naturelles comme étant parfaitement bonnes et de l'autre côté un produit chimique. La vérité est au milieu, quoi. Il faut qu'on reprenne
dire, un équilibre entre tout ça. C'est pas, il faut être prudent. Il faut faire un peu confiance à l'envie qu'a chacun de se libérer le plus possible de l'utilisation des produits chimiques. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, pour trouver un paysan qui prend du plaisir à utiliser des produits chimiques, ça n'existe pas. Et chacun envisage même d'arrêter le métier en se disant si jamais je dois continuer à produire en utilisant des produits chimiques, vu que la société ne veut pas de ça et moi non plus. Et donc aujourd'hui, le moteur, on l'a. On a besoin d'avoir tous ensemble notre énergie tournée sur comment être les meilleurs pour produire en France de manière la plus optimisée possible avec les meilleurs respects des équilibres. C'est ça dont on a besoin. Mais on n'y arrivera pas par des contraintes administratives. Emmanuel Sauberand, vous voulez préciser? Moi, je suis ravie d'entendre Monsieur Sauvêtre dire, et je suis vraiment objectivement, qu'il attend de pouvoir être soutenu par les instituts techniques, d'être accompagné. Voilà, je crois qu'il faut éviter d'opposer l'administratif borné à la technique innovative, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut donner envie aux gens d'y aller. Là-dessus, je vous rejoins. Alors Alain Chemin, vous avez été très sage jusqu'ici. Alors, vous arrivez sur ce marché du biocontrôle, où vous n'y êtes pas encore. Donc expliquez-nous déjà votre projet, et puis où vous en êtes, et je dirais quel est le parcours du combattant pour réussir à faire autoriser votre produit qui est un petit peu en décalage par rapport à la réglementation, si j'ai bien compris. C'est un produit de profil herbicide, bien qu'il ne tue pas les herbes. En fait, c'est plus un produit qui déshydrate. Et de quelle origine? Origine complètement naturelle, puisque c'est extrait de l'acide oléique, en provenance soit d'huile de tournesol, soit d'huile de colza, soit disons des huiles végétales, et sur un processus d'extraction totalement sans chimie de synthèse. C'est non sélectif. Hein. Traduction de non sélectif, ça veut dire que ça ne sélectionne pas, ça tue toutes les herbes que ça touche. C'est un concurrent du Roundup. On n'a pas du tout le même mode d'action. Et j'ai pas la prétention pour l'instant à ce que ça devienne un concurrent du Roundup. Ça marche sur les mauvaises herbes résistantes au Roundup? Vous n'avez pas ces problèmes de résistance à partir du moment où c'est une action purement mécanique. Alors, pour reprendre un petit peu le parcours du combattant ou le chemin de croix, un des problèmes de fond lorsque vous développez ce type de produit, c'est que vous avez des prestataires externes, parce que quand vous démarrez tout seul, vous n'allez pas avoir un service d'expérimentation, vous faites sous-traiter. Ben, simplement, les grands intervenants de l'expérimentation en France sont sur des modèles de chimie. Et ça, je dirais, en amont, ça représente du temps et des coûts énormes, parce que moi j'estime que les 3 premières années, on a eu 50% d'expérimentation qui n'a servi à rien. Alors ça, c'est déjà les premiers handicaps. Ensuite, vous avez des cabinets de conseil qui vous emmènent pour vous faire les dossiers. Hein. Vous avez les dossiers biologiques, les dossiers toxicologiques, vous avez 7 sections de dossiers. Là, il faut trouver des gens aussi qui sont compétents pour traiter ce type de dossier. Encore une fois, ce n'est pas de la chimie. C'est pas de la chimie. Et la façon de raisonner le produit n'est pas la même. Dernier paramètre, c'est la visibilité. Visibilité, lisibilité des délais d'instruction des dossiers. Pour une petite boutique comme la mienne, ne pas savoir où on va, comment on y va, quand est-ce qu'on y va, c'est extrêmement déstabilisant, je peux vous le dire. Mais lorsque vous commencez à embaucher des collaborateurs, parce qu'il faut commencer à avoir du monde pour accompagner tout ça, sans savoir si c'est dans 1 an, 2 ans, ça coûte de l'argent. Pour moi, le plus important, c'est qu'il faut donner aux entreprises des perspectives, au moins une échéance, et de se dire, c'est après, il faut mettre en marché. Pour mettre en marché, il faut embaucher des collaborateurs, il faut les préparer, il faut les former. Ensuite, le marché, comme ça a été bien dit tout à l'heure, il faut le préparer, il faut le former, ces produits-là, on ne lance pas ça comme un glyphosate. Il faut accompagner les techniciens de la distribution, il faut les former sur ces produits-là. Donc c'est beaucoup de temps. Donc cette notion de délai, elle est fondamentale. Pour des petites entreprises, c'est extrêmement difficile. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? Le dossier a été déposé en décembre 2012. Il y a eu l'avis du CES le 9 juillet.
Après, il y a eu information au pays d'Europe du Sud qui avait 2 mois pour... pour donner un avis. Et là, il y a eu l'avis final qui a été donné la semaine dernière, jeudi dernier, et c'est à la signature sur le bureau de M. Mortureux pour envoi à la DGL. Voilà. Monsieur Mortureux, c'est le directeur de l'ANSES. Voilà, ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.